Bonsoir à tous, bienvenue à l'Institut du monde arabe pour cette rencontre spéciale autour de la langue arabe comme composante de l'histoire française. Alors contrairement aux apparences, nous sommes quatre avec l'un des trois auteurs qui est en visioconférence à travers l'écran que nous allons retrouver très vite. Nabil Wakim, bonsoir. Vous Bonsoir, êtes merci de avec nous, vous l'invitation. êtes l'auteur de L'arabe pour tous. Pourquoi ma langue est-elle taboue en France? Et nous reviendrons tout à l'heure vers vous après avoir présenté également Jean-Baptiste Brenet, qui Bonsoir. est philosophe. Vous êtes journaliste au Monde, mais tout le monde le sait déjà. Philosophe arabisant, latiniste, professeur de philosophie à la Sorbonne, auteur de plusieurs ouvrages, notamment sur Averroès, et le dernier ouvrage s'intitule Robinson de Guadix. On y reviendra. Et enfin, l'hôte de la maison, le président de l'Institut du monde arabe, qu'on ne présente plus, 2 fois ministre de la Culture et de l'Éducation, et qui est également auteur d'un ouvrage paru en 2020 comme les deux autres, qui s'intitule La langue arabe, trésor de France. Donc nous allons voir tous ces livres qui ont malgré tout des résonances entre eux, bien que d'apparence très différents. Ils parlent tous d'apprentissage, de transmission, de rencontres, de rendez-vous manqués aussi, du rapport à l'autre, de la diversité, de l'unité et de l'universalité. Donc nous allons voir comment se conjuguent ces thèmes transversaux. D'abord, avec Nabil Wakim et son récit, dont il dit lui-même que c'est un récit intime, c'est la dimension personnelle, familiale, liée à l'immigration, à l'intégration, qui est mise en avant dans un questionnement identitaire. Alors vous allez nous parler un tout petit peu de ce qui vous a amené à écrire ce livre, de ce qu'il vous a apporté, de ce qu'il a peut-être changé en vous avec les réactions des lecteurs. Alors, bonsoir et puis merci beaucoup d'abord de cette invitation. Je suis désolé de ne pas être physiquement parmi vous, mais je suis là par l'esprit, par la magie de la visioconférence. Dans ce livre, j'essaye de raconter un parcours qui est à la fois intime, personnel, mais en même temps politique, euh, qui part de mon histoire personnelle. Je suis né au Liban et je suis venu en France quand j'avais 4 ans avec mes parents. Et l'arabe est donc ma langue maternelle. Mais quelque part entre mes 4 ans et mes 40 ans, eh bien, j'ai quelque part perdu l'arabe en cours de route. Et j'ai voulu m'interroger là-dessus, sur le fait de perdre cette langue maternelle et d'avoir du mal à la reconquérir. J'ai souvent essayé de reprendre des cours d'arabe et ça a souvent été difficile pour moi. Et j'ai compris en menant cette enquête d'abord sur moi-même, mais aussi en interrogeant d'autres personnes, que je n'étais pas seul dans ce cas et qu'il ne s'agissait pas que d'un problème intime, même si bien sûr ça l'est, parce que la langue, c'est d'abord quelque chose de personnel qu'on vit intérieurement avec soi-même, avec ses proches, mais aussi d'un sujet politique, et ça, Jack Lang, évidemment, y reviendra, et son ouvrage l'explique très bien, sur la place que la langue arabe occupe en France. Et donc, je raconte à travers ce livre à la fois la manière dont, adolescent, j'ai repoussé la langue arabe, c'est-à-dire que je ne voulais pas entendre mes parents parler arabe, je ne voulais pas partir en vacances au Liban, je voulais être français et parler d'abord le français, et puis comment cette honte que j'avais de la langue arabe est devenue bien plus tard dans ma vie une honte de ne pas parler l'arabe justement, d'avoir perdu cette langue, et au moment notamment où je suis devenu père et où j'ai eu une fille, et où je me suis dit ah ben, j'aimerais bien qu'elle parle l'arabe, où je me suis rendu compte qu'il était très difficile de transmettre une langue qu'on ne parle pas soi-même. Donc voilà, c'est un peu cette histoire que je raconte. Je suis heureux que le livre ait suscité beaucoup de réactions et j'en reçois encore aujourd'hui environ tous les jours. Je reçois une lettre ou deux de lectrices, de lecteurs. Beaucoup d'enfants comme moi issus de l'immigration qui sont devenus des parents issus de l'immigration, qui ont aujourd'hui des enfants, qui sont français et qui ont comme origine un pays du monde arabe, qu'il s'agisse du Maghreb ou du Machrek, et qui se posent cette question-là de savoir comment faire coexister cette langue française qu'ils aiment et qu'ils pratiquent avec cette langue arabe qui fait partie de leur patrimoine intime, culturel, et qu'ils ont envie de faire vivre pour eux-mêmes et aussi souvent pour leurs enfants. Merci. Effectivement, votre récit intime se double, s'est élargi jusqu'à être une enquête journalistique
dans les milieux de l'enseignement de la langue arabe. Et c'est, à ce titre, c'est très intéressant parce qu'on y rencontre beaucoup de personnages que vous avez interviewés qui ont dit beaucoup de choses sur cet enseignement. Jean-Baptiste Brunet, au départ, si on s'arrête au titre de votre livre, on a l'impression que ça a plus à voir avec l'Angleterre, avec Robinson, l'Espagne, avec Guadix, mais à vrai dire, vous allez nous expliquer que ça a beaucoup de choses à voir aussi avec la France et aussi avec la langue arabe. Et je pense à une formule que j'ai lue en fin de la postface, très, très belle postface que vous avez écrite pour ce livre, où vous dites « comme s'il n'y avait de pensée que traversière ». Et il n'y a de langue, je pense, que traversière. Et s'il y a bien une langue qui a traversé les âges et les frontières, c'est bien la langue arabe. Et je voudrais que vous nous disiez un mot du destin incroyable de ce conte philosophique du XIIe siècle qui a traversé les âges avant d'atterrir en France et de devenir entre-temps un best-seller de l'Europe des lettres du XVIIIe siècle. C'est quand même un destin incroyable que celui de ce livre de Hayy ibn Yaqzan. Oui, tout à fait. Le Robinson de Guadix donc, que j'ai écrit, c'est une adaptation, une traduction-adaptation, sous une forme un peu poétique ou théâtrale de ce texte de Ibn Tufayl, qui est un Andalou du XIIe siècle, qui a été un peu le mentor d'Averroès, qui est plus connu que lui. C'est le seul texte qui nous reste de lui. Et ce texte est très singulier parce que c'est un récit, c'est une sorte de conte philosophique qui mêle en fait philosophie, soufisme, métaphysique assez difficile, cosmologie. Donc il y a beaucoup de choses. Écologie, il y a un souci effectivement de la nature de la part du personnage. C'est un très beau texte qui est célèbre, qui raconte l'histoire d'un enfant élevé seul sur une île par une gazelle et qui, par son intelligence particulièrement puissante, va tout seul faire pas à pas la découverte de la vérité du monde jusqu'à, vers l'âge de 50 ans, accéder à l'absolu. Et c'est à ce moment-là qu'un autre homme arrive d'une île voisine. C'est une île où l'islam, qui n'est pas nommé, s'est imposé. Cet homme est musulman, mais il veut gagner une retraite pour pouvoir méditer. Les deux hommes se rencontrent. Et le personnage premier ne parle encore aucune langue. Et c'est l'autre personnage qui va lui apprendre sa langue, c'est-à-dire probablement l'arabe. Et les deux hommes se rencontrant découvrent qu'au fond, ils pensent la même chose, ils ont rapport au même monde, ils partagent un monde, sauf que l'un l'aborde de façon strictement conceptuelle, là où l'autre l'aborde par le voile de la métaphore religieuse. Et notre philosophe décide de gagner l'île voisine pour tâcher de convertir à la philosophie par le biais d'un dévoilement, l'ensemble de la population. Il échouera et décidera de rentrer avec son acolyte pour se consacrer à l'accès à la certitude. Et ce texte très beau du XIIe siècle, donc, va connaître un sort tout à fait singulier, parce que lorsque les œuvres d'Averroès, elles, vont passer tout de suite, disons, dans l'Europe latine ou l'Europe chrétienne, traduites en latin, et innervant, alimentant la scolastique naissante, le texte d'Ibn Tufayl, lui, disparaît. Il sera traduit en hébreu au XIVe siècle par un traducteur anonyme. Il va donner lieu à un commentaire par un personnage assez célèbre dans le milieu juif qui s'appelait Moïse de Narbonne. Il sera traduit en latin par Pic de la Mirandole ou son entourage au XVe siècle, puis plus rien pendant 400 ans. Jusqu'à ce qu'un arabisant, un célèbre arabisant anglais qui s'appelait Edward Pocock, profitant d'un de ses voyages en Syrie, exhume un manuscrit du texte, le rapporte en Angleterre, le donne à son fils, le confie à son fils du même nom pour qu'il l'édite et le traduise en latin. Et donc en 1671 paraîtra l'éditio princeps de ce texte arabo-latin, en arabo-latin, de ce texte sous le titre Philosophus Autodidactus, c'est-à-dire le philosophe autodidacte. Et à partir de cette période, donc fin du XVIIe siècle, le texte, effectivement, au gré de plusieurs traductions en anglais, 4 en une quinzaine d'années, en allemand, en néerlandais, très vite, un an après, on pense que c'est l'entourage de Spinoza qui avait commandé cette traduction et que Spinoza l'a très probablement lu. Donc ce texte, d'un coup, devient une sorte de best-seller, comme vous l'avez dit, dans l'Europe des lettres. Et nous sommes en 1671 et Daniel Defoe et son Robinson paraît en 1719.
Donc John Locke l'a lu, Voltaire le cite, Rousseau y a été confronté, Diderot s'y réfère fréquemment. Donc ce texte a un destin européen extraordinaire avant qu'il ne meure une deuxième fois, qu'il ne disparaisse, puisque aujourd'hui, dans les milieux scientifiques, lettrés, on le connaît, mais enfin, il n'est pas lu comme il devrait l'être. Et donc c'est ce texte-là, pour sa beauté, pour sa puissance, pour sa singularité théorique, que j'ai souhaité rendre sous une autre forme, en prolongeant effectivement ce que vous avez noté, c'est-à-dire cette idée de translatio, pour user d'un terme latin, ou de transfert, qui est une notion clé du monde arabe, je crois, probablement de toutes les cultures, mais du monde arabe en particulier, très sensible à l'idée que le savoir a circulé. Ils ne se sont pas vus eux-mêmes comme seulement des passeurs, hein. Chaque culture a son génie propre et mérite d'être lu et travaillé pour ce génie-là. Mais les Arabes, les penseurs arabes qui m'intéressent, se sont inscrits dans une histoire commune où la rationalité circule et passe de langue en langue, du grec au syriaque, du syriaque à l'arabe, de l'arabe à l'hébreu, de l'arabe au latin. Et dans ce conte-là, on retrouve, appuyé d'ailleurs sur la métaphore de l'eau très présente, puisque le personnage ne cesse de circuler, prenant un navire pour gagner l'île et puis retournant, on trouve cette idée donc de circulation, et il me semble que cette notion-là est peut-être la notion la plus proche de ce que penser veut dire. Penser, effectivement, c'est circuler, c'est traverser, c'est céder du passage qu'autorise la langue d'une ère à une autre. Et donc j'ai tenté, modestement, mais de m'inscrire dans ce processus-là, dans l'idée que le texte lui-même, et comme tout grand texte d'ailleurs, appelait une sorte d'écho, appelait une sorte de prolongement. Et donc je crois qu'il faut valoriser la langue arabe comme une grande langue de pensée, comme une grande langue de culture, pas seulement poétique, mais philosophique, ce qu'on oublie trop souvent. Et une manière de la valoriser, peut-être paradoxalement, mais je ne crois pas que ce soit la trahir, c'est de la traduire. C'est de la rendre accessible, de la rendre lisible, de la déformer un peu. Il y a évidemment toujours un peu d'infidélité, mais c'est ce que j'ai essayé dans ce texte-là. Tout à fait, la traduction est une des façons d'approcher un texte, de le rendre vivant aussi. Et c'est grâce à vous que moi j'ai relu, ou j'ai lu, en fait j'ai découvert ce conte de Hayy ibn Iqzan de Ibn Tufayl. Et j'ai trouvé votre traduction très poétique, alors que le style de Ibn Tufayl était plus hypothético-déductif, il était analytique, il était rationnel, mais vous avez voulu servir par ce souffle poétique la part de soufisme qui habitait sans doute... Oui, c'est un texte qui revêt plusieurs couches, à l'image de son auteur, qui était à la fois philosophe, médecin, homme de pouvoir aussi, poète. Il a écrit 2 poèmes, il nous en reste des brimes, et qui était soufi. Donc toutes ces couches s'entremêlent, ce qui donne un texte assez complexe, un peu crypté, un peu chiffré. Et il est vrai que nous sommes tous différemment touchés par les textes, mais la dimension poétique du texte m'a touché. Et j'avais l'impression que le personnage lui-même s'adressait à nous. Et j'ai voulu faire entendre cette adresse-là en insistant sur un certain nombre, en travaillant un peu sur le rythme de la phrase, en insistant sur le lexique poétique. J'ai négligé les pans qui m'étaient plus faciles, les pans absolument techniques, mais qui peut-être n'intéressent que les philosophes dans un style plus pur. Et j'ai voulu appuyer sur les termes qui sont au carrefour, au croisement de plusieurs champs. Et je crois qu'Ibn Tufayl est un génie de la langue et de la pensée pour sa réussite, la réussite qu'il opère dans la langue arabe au croisement de la philosophie et du soufisme et de la politique aussi. Merci. Alors, Jack Lang, monsieur le ministre, vous, avec votre livre La langue arabe, Trésor de France, vous avez voulu faire un manifeste politique, selon vos propres termes, et vous dites aussi qu'il y a des combats qu'il faut savoir mener contre l'air du temps. C'est une formule choc qui frappe l'esprit. Et ce combat, vous le situez dans un combat plus vaste, celui du plurilinguisme, on y vient avec la traduction,
Et vous avez souvent dit une phrase qui m'a toujours frappée, c'est la langue d'une grande culture de portée universelle. Donc en esprit universaliste, vous avez voulu conjuguer la francophonie à l'arabophonie en pensant qu'il y avait une correspondance possible, une coexistence possible, une interaction possible entre les deux. Alors, que pouvez-vous dire à ceux qui craignent que l'apprentissage de la langue arabe ne se fasse au détriment du français? Bon, à l'instant, nous venons d'avoir une démonstration éblouissante de ce qu'est la langue arabe dans l'histoire et dans le présent. Combien elle contribue à être un pont entre les cultures, l'Antiquité et ce qu'on appelle le Moyen-Âge, expression qu'il faudrait remplacer par peut-être l'âge d'or ou un des âges d'or. Et aujourd'hui, j'étais très, très touché, très impressionné par ce que vous venez de dire à l'instant. Et je vais me précipiter. Malheureusement, je ne connaissais pas. Si, je connaissais cet auteur de réputation, mais je ne l'ai pas lu. Donc je vais dès ce soir le lire. Et merci beaucoup pour votre présence. Et merci aussi pour ce que vous dites et pour ce que vous êtes. Oui, non, je crois que c'est extrêmement important de dire que ce combat pour la langue arabe que vous menez, que nous menons, n'est pas un combat séparé du reste. C'est un combat pour les langues. Pour le plurilinguisme, peut-être qu'il faudrait inventer un autre mot. Aujourd'hui, malheureusement, on est assez monolinguiste, pour parler de manière schématique. Et dans notre système d'enseignement, progressivement, j'ai tenté quand j'étais ministre de résister à cette tendance. Progressivement, on a laissé l'enseignement de langue universelle reculer. Je ne pense pas seulement à l'arabe, je pense à l'allemand, je pense à l'italien et même à l'espagnol, qui a eu une période de vogue. Et je pense qu'un pays comme la France, qui est un pays qui prétend être un pays de l'universalité, doit assurer cette diversité d'enseignement des langues. Si possible, dès le plus jeune âge, au moment où l'oreille est la plus musicale, par conséquent la plus accessible aux langues vivantes. Ce que je dis vaut aussi pour les langues anciennes. Je déplore, et je m'étais beaucoup bagarré en son temps avec Madame de Romilly, qui nous a disparu depuis quelques années, pour que l'apprentissage du grec, et c'est merveilleux que notre ami lui aussi, et du latin, c'est merveilleux que notre ami lui-même fasse ce lien entre les langues de l'Antiquité, entre guillemets, et les langues ultérieures. Donc voilà, c'est une conception autre de l'école, de l'enseignement, de l'université, qui a tendance parfois à se replier complètement sur une vision un peu étriquée. Alors, vous me posez la question, et oui, langue française, langue arabe, langue française, langue latine, langue française, langue grecque, même combat. Et dans la bêtise ambiante, parfois, on donne à penser que des élèves apprendraient moins bien ou moins durablement la langue nationale s'ils étaient invités à apprendre d'autres langues anciennes ou contemporaines. C'est le contraire, on le sait. C'est le contraire. Plus on a la chance d'apprendre des langues diverses, mieux l'on maîtrise sa propre langue par un jeu des parentés ou des différences. Voilà, c'est une démonstration qui n'est pas difficile à établir. Donc on a envie parfois de renverser la table. On a envie quelquefois de bousculer les choses. Pourquoi tant et tant de conservatisme? Pourquoi ce train-train éducatif? Vous dites dans votre livre justement que la France a un rapport ambivalent aux langues étrangères. Et vous ajoutez,
ce n'est peut-être pas tant aux langues étrangères qu'elle a une position ambiguë, mais vis-à-vis du français. Et il y a là une tradition jacobine, il y a l'idéologie de l'État-nation qui a un peu sacralisé la langue et qui a lutté contre la diversité linguistique en France même. Oui, en fait, puisque vous évoquez l'histoire, si on parle de l'histoire de la langue française en France, on donne à penser que François Ier, qui a été un grand roi constructeur et bâtisseur, aurait introduit la langue française dans un pays qu'il ne la pratiquait pas. Son ordonnance de Villers-Cotterêts ne porte que sur la langue administrative et surtout judiciaire. C'était un commencement. Bon. Et il a fallu attendre la Révolution française pour que la langue française soit, par le pouvoir politique, soutenue et encouragée. Alors, et en particulier, c'est un personnage que j'admire énormément, l'abbé Grégoire. L'abbé Grégoire qui a été d'une certaine manière Premier ministre de la Culture ou Premier ministre de l'Éducation, sans en avoir le titre, au moment de la Révolution française, qui s'est bagarré pour l'apprentissage de la langue française. Alors, si on le lit, on peut parfois ressentir des réactions un peu de résistance, parce qu'il dit, l'abbé Grégoire, mais c'est à replacer au moment de l'Ancien Régime, la fin de l'Ancien Régime, que ce qu'il appelle les patois, ou les dialectes, enferment les gens dans leur douar, si on peut parler ainsi, dans leur petit coin, que cela entretient l'obscurantisme et le pouvoir des puissants et le pouvoir des nobles et le pouvoir de la royauté. Donc, c'est relié, je répète, à l'histoire. Pour lui, la langue française, c'est la langue de la liberté. Bon, il ne réussira pas vraiment. Il faudra attendre la Troisième République, alors qu'elle sera elle aussi atteinte du même mal, puisqu'elle a quand même, par l'apprentissage du français à l'école, une avancée considérable, l'école publique et gratuite, tout fait pour éradiquer, on peut dire, les parlers traditionnels. Et un peu plus tard, je me suis bagarré comme ministre de l'Éducation pour que ces parlers traditionnels soient pleinement réhabilités, le breton ou l'occitan ou d'autres. Donc il y a toute une dialectique entre les langues assez intéressante à analyser. Tout à fait. Vous aviez été novateur aussi en introduisant les langues étrangères dès le primaire à l'école. Il y avait eu quelques tentatives avant, mais nous avions mis en place un système dans lequel, dès le CP, l'accès était donné à l'apprentissage précoce d'une langue. Je crois que nous avions retenu 6 langues. On ne peut pas les apprendre toutes sitôt. Et parmi ces 6 langues, il y avait la langue arabe. Et je dois dire que les équipes de l'éducation nationale, qui sont parfois décriées à tort, ont fait un travail magnifique à l'époque pour réaliser ce qu'ils appelaient des documents d'accompagnement pour les maîtres, absolument admirables, en langue allemande, en langue arabe, en langue italienne, etc. Et je déplore que ceci ait été abandonné. Tout à fait. En fait, l'éducation nationale, vous y avez consacré tout un chapitre, Nabil Hakim, avec une enquête très fouillée, des interviews d'enseignants, d'inspecteurs. On a tendance à l'accabler alors que le paysage est très disparate et qu'il y a des recteurs qui sont très favorables à l'enseignement de la langue arabe. Si dans le collège et dans le secondaire, il est en recul depuis une trentaine d'années, comme vous dites, il est quand même en progression dans l'enseignement supérieur. Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres responsabilités que celle de l'éducation nationale? Est-ce que ce n'est pas un phénomène de société qui est plus marqué aujourd'hui pour des raisons à la fois de contexte géopolitique, mais aussi de tendance à l'amalgame, avec des stéréotypes qui sont, dans le meilleur des cas,
innocemment transmis et dans le pire des cas exploité pour des raisons électoralistes. Donc l'éducation nationale, oui, mais la responsabilité est celle même de l'intelligentsia, celle des médias aussi. Vous qui êtes journaliste, dites-nous. Bien sûr, c'est un sujet très vaste qui va bien au-delà de la seule question de l'éducation nationale. Simplement, il y a quand même une responsabilité, bien sûr, du milieu éducatif, et Jack Lang le souligne très bien dans ses mots et aussi dans son ouvrage, c'est-à-dire que il y a une question quand même de volonté politique à un moment donné de la part de ministre de l'Éducation nationale. Jack Lang l'a montré quand lui était ministre. Najat Vallaud-Belkacem, quand elle était ministre, a également essayé de pousser en ce sens. Et on voit bien que quand des ministres veulent ouvrir des postes d'enseignants au CAPES, à l'agrégation, eh bien c'est possible. Quand ils peuvent envoyer des instructions au recteur pour soutenir des ouvertures de classe, eh bien là, il y a des choses qui se passent. Simplement, c'est vrai qu'il ne s'agit pas simplement que de cela. On voit bien que l'éducation nationale, évidemment, elle est à l'image des débats qui se passent dans la société, et donc elle n'est pas dans une bulle. Et évidemment, les amalgames, les stéréotypes, la mauvaise réputation qu'a la langue arabe, les amalgames qui sont faits entre la langue arabe et l'islam, entre l'islam et le fondamentalisme, tout ça, évidemment, trouve des échos dans l'éducation nationale. Je dois dire toutefois que en écrivant ce livre, j'ai été déçu, parfois choqué, de voir comment certains enseignants ou certains chefs d'établissement jouaient avec cette question-là, eux-mêmes de manière très politique et sans se préoccuper justement de la question de l'enseignement des langues vivantes. Et donc, c'est vrai que tout ça est un problème beaucoup plus large. Et je crois que ce que disait Jean-Baptiste Brenet est très important, c'est-à-dire que la question de traduire des textes arabes, faire connaître la langue arabe pour ce qu'elle est, c'est-à-dire aussi une langue de culture, une langue de philosophie, et ça marche pour les livres, ça marche bien évidemment pour la musique, pour les films, pour toute la culture venue du monde arabe. Tout ça, c'est très important et ça peut aussi aider dans le débat français à décrisper ces questions-là, arrêter de les centrer de manière systématique sur la question du fondamentalisme et de l'islam politique, mais plutôt de se préoccuper de la beauté de cette langue, de sa richesse, et de sa richesse y compris en France, puisque comme le disait Jack Lang, c'est une langue qui est présente en France depuis fort longtemps et qui est aujourd'hui malheureusement sous-exploitée. Tout à fait. Dans son livre, Jack Lang dit que la langue arabe n'est pas l'apanage des hommes de religion et qu'elle n'est pas l'exclusivité des Français d'origine arabe. Donc il faut éviter de la confiner dans une communauté. Et justement, il faudrait non seulement faire la différence entre musulmans et arabes, parce qu'il y a beaucoup de musulmans arabes qui ne sont pas arabes et beaucoup d'arabes qui ne sont pas musulmans, comme vous le faites très éloquemment, très souvent dans toutes vos interviews. Mais il faudrait aussi peut-être faire la différence entre islam comme religion et islam comme civilisation arabo-musulmane qui dépasse la religion. Certes, l'arabe est aussi la langue du Coran, mais cette langue-là, ce n'est pas elle qui a vocation à être langue de communication. C'est une langue marquée par un certain contexte, un certain temps. Et il y a la langue arabe de la civilisation arabo-musulmane, qui a été la langue de philosophie, des sciences, vous l'avez dit, médecine, astronomie, algèbre, mathématiques, que sais-je, et qui aujourd'hui est aussi venue à nous après une modernisation par le mouvement de renaissance de la Nahda au XIXe siècle. Où des Libanais chrétiens, mais également des chrétiens d'Orient, plus généralement, ont eu un rôle éminent dans la promotion de la langue arabe. On dit souvent que la presse est la fille de la Nahda, la presse arabe. Donc cette langue qui est venue jusqu'à nous et qui est aujourd'hui sur toutes les chaînes satellitaires, sur Internet, dans les réseaux sociaux, c'est la langue arabe. Et donc elle n'est pas à expurger à tout prix de tout lien avec l'islam, elle est en lien avec toutes les religions, puisqu'il y a eu de grands penseurs, vous citiez Maïmonide tout à l'heure, grand penseur juif, qui a écrit l'un des plus beaux textes, des plus grands textes de la pensée judaïque, en arabe, Maïmonide. Donc il y a toutes les ethnies, toutes les nationalités. Si vous pouviez nous dire un mot sur ce... Je peux vous en dire plusieurs, mais je vous donne déjà une chose, c'est que quand j'enseigne la philosophie arabe, et je dis toujours pour commencer que j'appelle arabe, enfin je prends le terme arabe au sens linguistique. C'est-à-dire que la philosophie arabe, c'est la philosophie qui s'écrit et qui se pense en arabe, qui qu'on soit, d'où qu'on vienne, etc. Donc ça brouille tout de suite les lignes, et c'est fondamental de le faire. Le cas de Maïmonide,
est fascinant de ce point de vue parce que, d'une certaine manière, il entre complètement dans l'histoire de la philosophie arabe. D'une certaine manière, il n'y a pas qu'une chose à dire, bien sûr. Il ne s'agit pas d'écraser les penseurs, de les réduire à ceci ou cela. Mais enfin, c'est une chose. Autre élément qui va complètement dans le sens de ce que vous dites, pour ce qui concerne, pour reprendre ce qu'a dit Jack Lang, l'âge d'or, l'âge classique de la philosophie qui m'intéresse. On a tendance, quand on n'ouvre pas les textes, à réduire, à ne voir dans les textes de philosophie arabe que des exégèses du Coran, mais absolument pas. La plupart des penseurs que j'appelle arabes et que j'enseigne en arabe, ces penseurs-là ne se soucient pas sans cesse de commenter le Coran. Il y a des exégèses coraniques fascinantes, extraordinaires, d'une beauté, d'une profondeur remarquable, mais il y a de l'astronomie, il y a des mathématiques, il y a de la science politique, il y a de la morale, il y a de la psychologie, et vous pouvez lire des centaines de pages sublimes de penseurs arabes où il ne sera pas une seule fois fait référence au Coran. Pour autant, tout cela s'inscrit dans un contexte islamique incontestable et qui n'est pas d'ailleurs quelque chose que critiquent forcément les auteurs, absolument pas. Simplement, on doit décrocher toute la pensée arabe de la référence coranique. Je veux dire que toute pensée arabe ne s'est pas élaborée à l'aune de la révélation. Évidemment, l'islam est là, la religion est là. Encore une fois, tous les penseurs ne sont pas des penseurs critiques de la religion, mais ils font aussi autre chose que de l'exégèse. Et ils méritent d'être lus pour ça. Malheureusement, notre modernité a tendance à ne voir dans l'arabe quasiment que, si je puis dire, c'est affreux à dire, mais que dans l'écriture arabe, qu'un tract politique ou qu'un slogan agressif. Non, l'arabe, c'est une langue, on l'a dit, on l'a répété, nous sommes tous d'accord sur cela, c'est une langue de pensée, c'est une langue de culture. Et ce n'est pas une langue de religion seulement, même si, comme pour toutes les religions, l'islam a fécondé aussi, évidemment, le lexique et la pensée arabe, mais aucune pensée, dans sa liberté, dans sa beauté, ne se réduit à telle ou telle source religieuse. Et donc ça, on le voit quand on s'ouvre à cette culture-là, et je crois qu'il est très important, c'est vraiment l'une de nos responsabilités, de rendre cela sensible, c'est-à-dire de permettre aux gens de voir de l'arabe écrit, de le voir écrit et traduit, de le rendre accessible, je dis même financièrement, à bas prix, qu'on puisse acheter des textes en version bilingue, et aller voir, aller mettre son nez dans ces textes-là et se rendre compte qu'il s'agit de poésie, qu'il s'agit de conduite politique, qu'il s'agit d'intelligence, de rapport au corps, qu'il s'agit de désir, autant de thèmes qu'on a tendance à oublier compte tenu de la modernité que nous subissons parfois. Tout à fait, la poésie pré-islamique, mais islamique aussi, a eu une influence sur l'amour courtois du Moyen-Âge, de la Renaissance, etc. Nabil Wakim a une formule très amusante pour décrire cet effroi qui veut à tout prix faire des amalgames, c'est les islamo-stressés. J'aime beaucoup cette expression. Les islamo-stressés, ils voient l'islam partout comme un danger, alors que certes, dans l'espace public, il ne faut pas faire profession de religion et qu'il faut une neutralité de l'État, mais après, on peut penser ce qu'on veut et on peut apprendre la langue avec toutes ses composantes, avec une certaine liberté d'esprit. Finalement, ce que vous êtes parle aussi fort que ce que vous écrivez, parce que ce que vous dites, parce que en tant que Libanais chrétien, moi j'étais ravie que ce soit un Libanais chrétien qui sorte ce livre pour dire que arrêtez d'être islamo-stressé. Oui, c'est-à-dire que le débat français est caricatural globalement sur les questions de l'immigration et de l'intégration, et la langue arabe n'est si j'ose dire, qu'un outil pour certains responsables politiques, parfois dans le débat, qui l'utilisent pour agiter une peur, souvent à des fins électorales ou à des fins de marketing électoral ou simplement commercial pour pouvoir vendre des livres ou faire de bonnes audiences de télévision. Et je crois que c'est infiniment dommage, c'est-à-dire c'est infiniment dommage pour toutes les raisons qu'on a dit là, mais je crois qu'il faut ajouter quelque chose à ce que dit Jean-Baptiste Brunet qui est très important,
ce qu'il dit est très important, et parce qu'il y a un écho de tout ça, y compris chez les familles et les personnes qui sont d'origine du monde arabe et qui aujourd'hui vivent en France, qui méconnaissent cet héritage-là, qui méconnaissent cette partie de la culture, de la philosophie venue du monde arabe, parce que ces textes n'existent pas, ou que quand ils existent, ils ne sont pas nécessairement valorisés. Or, je crois que c'est très important parce que, et d'ailleurs l'Institut du monde arabe le montre bien, quand des enfants qui, comme moi, sont issus de l'immigration venue du monde arabe, se rendent à l'Institut du monde arabe, ils découvrent aussi une partie de ce patrimoine commun qu'ont la France et le monde arabe, et parfois ils ne le connaissent pas bien. Et je crois que ce travail pour lequel plaide Jean-Baptiste Brunet, de dire il faut traduire ces textes, il faut les diffuser, est vraiment très important, parce que c'est comme ça aussi que la vision qu'ont un certain nombre de gens en France, et y compris des enfants d'immigrés, cette vision qu'ils ont de la langue arabe pourra s'améliorer, et que du coup la nature du débat pourra changer. On est là sur du long terme, si j'ose dire, malheureusement, parce que la nature du débat aujourd'hui est extrêmement polarisée, extrêmement crispée. Quand on entend un ancien ministre de l'Éducation nationale comme Luc Ferry dire que l'enseignement de l'arabe va former directement des terroristes à l'école, on croit rêver, c'est-à-dire on est vraiment à un niveau de caricature qui est évidemment insupportable, mais qui rend aussi le débat impossible pour un certain nombre de gens. Tout à fait. L'ignorance, c'est ça qu'il faut combattre, en fait. Et c'est Averroès qui disait, je crois, l'ignorance mène à la peur mène à la haine, et la haine conduit à la violence. Donc, dans tous les camps, où qu'elle soit, l'ignorance est vraiment à combattre. Et c'est par la transmission de ces textes, de la langue, de toutes les langues, qu'on peut arriver à limiter cette ignorance pour rendre des motifs de fierté à cette composante de la population française qui est arabo-descendante, et que finalement, dans notre éducation, cette part de la philosophie arabe, elle est occultée, elle est assez facilement, on passe finalement d'une époque à une autre époque en sautant par-dessus tout l'âge d'or de la pensée arabe. Et on l'a pas. Un de vos confrères philosophes, enseignant de philosophie, Ali Ben Makhlouf, disait qu'il y avait une occultation de la philosophie en langue arabe. Et lui, il voit même une preuve du succès, de l'influence de la pensée arabe sur la Renaissance par son anonymisation même, par son occultation. C'est un peu fin et subtil comme raisonnement, mais je crois que dans l'enseignement de l'histoire aussi, il y a des choses à faire. Oui, absolument. Il faudrait, pour le dire très simplement, changer nos bibliothèques. C'est-à-dire qu'il y a un trou, il y a un manque dans nos bibliothèques. Il faut cesser de passer de Plotin, si vous voulez, à Montaigne ou Descartes. Exactement. Donc il y a là un manque qu'il faut absolument combler. Et j'espère que dans quelques années, il sera aussi facile de trouver dans la bibliothèque de n'importe qui un texte arabe traduit que de trouver Kant ou Platon. Parce que le monde arabe, la pensée arabe a ces génies de la rationalité que j'appelle commune et qui méritent de figurer sur tous les étalages au même titre que les autres penseurs. C'est une anomalie impossible. Il est vrai, Ali Ben Makhlouf n'a pas tort de parler du succès et dont l'anonymat serait le signe. C'est en partie vrai. Et il reste que nous les ignorons. Nous les ignorons parce qu'on l'a dit, on l'a répété, c'est-à-dire que nous n'avons pas encore trouvé tous les manuscrits, tous les textes, nous ne les avons pas édités, nous ne les avons pas traduits, nous ne les avons pas commentés. Nous sommes de ce point de vue très en retard par rapport à toutes les autres champs. Donc il faut combler ce manque, et il faut le combler d'autant plus que, pour aller dans le sens de ce que vous disiez il y a un instant, ces philosophies-là sont des philosophies de l'intelligence. C'est-à-dire le maître mot de tous les penseurs arabes, c'est l'intellect. L'homme, c'est l'intellect. Être homme, c'est faire œuvre d'intelligence, c'est faire œuvre de rationalité. Il n'y a de salut que pour l'homme, mais pas individuellement, collectivement. Il n'y a de salut pour l'humanité que dans la mise en œuvre de l'intelligence. Il me semble que c'est un message qui mérite d'être entendu, compris, diffusé. Tout à fait. L'humanisme n'est pas simplement celui de la Renaissance. Il s'est abreuvé à d'autres humanismes avant lui, et il est universaliste. Monsieur le Président, est-ce que ça a toujours été ainsi, cette hostilité, cette agressivité ou cette peur? Est-ce que
par vos souvenirs, vous avez le sentiment qu'il y a toujours eu ce chiffon rouge avec la même... Je n'ai pas Quand vous étiez ministre de l'Éducation, est-ce qu'il y avait cette levée de bouclier chaque fois qu'on parlait de langue arabe? Non, parce que moi j'estime qu'on n'a pas à suivre la dernière mode qui passe, le dernier chien qui passe. Je veux dire qu'il y a trop d'hommes politiques qui suivent alors de plus en plus aujourd'hui, avec ces réseaux abominables, Réseaux sociaux. qui suivent le quand dira-t-on. Non, je veux dire, quand on a une responsabilité politique, on doit en effet faire fonctionner, comme vous le dites très justement, ce qu'on a d'intelligence. Alors, est-ce qu'il y a toujours eu, je n'en sais rien, je veux dire qu'il y a quand même eu des périodes, disons-le. Je suis assez optimiste par tempérament, vous le savez. Oui, c'est bien. Il y a eu des périodes quand même, ça ne concernait pas spécialement la langue arabe, des périodes où, dans ce pays où nous sommes, en France, il y a eu des réactions, un sentiment, disons, assez anti-arabe, disons-le. Notamment au moment des guerres coloniales, au moment de la guerre d'Algérie, au moment de la lutte pour les indépendances de la Tunisie et du Maroc. Moi, je suis né à la conscience publique quand j'étais lycéen. Et à ce moment-là, en France, il y avait, oui, une espèce de pensée dominante, qui était une pensée coloniale, mais teintée d'hostilité à l'égard, disons, de l'ensemble des peuples, aussi bien les peuples d'Afrique subsaharienne que les peuples du Maghreb. Et d'ailleurs, les officiels eux-mêmes qui menaient la guerre contre l'Algérie utilisaient parfois des mots blessants, offensants, et qui entretenaient ces préventions ou ce racisme. Donc il me semble quand même, je vous répète, peut-être je suis trop optimiste, je crois quand même que globalement, si on essaye d'oublier les sectes extrémistes et racistes, elles sont là, et notamment dans les réseaux sociaux, et puis parfois aussi même dans la rue, globalement, je crois que ce pays où nous sommes a progressé. Je crois que la jeunesse en particulier est une jeunesse beaucoup plus ouverte, beaucoup plus... Pour une raison aussi, c'est que vous en êtes un exemple vous-même. C'est que ça me réjouit tous les jours quand je vois que telle ou telle femme ou homme venant du Liban ou du Maghreb, etc., fait partie totalement de la société française, sans perdre nécessairement pour autant sa culture, la culture de ses ancêtres. Et ça, c'est une chose. Mais moi, j'aime l'idée de métissage. J'aime... il y a ce mot de Rachida, le chanteur, il y aura une très belle exposition, je crois, au CNAM bientôt. Je crois qu'il disait à peu près ceci. Algérien pour toujours, français pour l'éternité, je ne sais pas. Enfin, il essayait de montrer à quel point il appartenait pleinement. Et d'ailleurs, on n'a pas nécessairement à sacrifier ses ascendances. Donc la question posée, je m'excuse, je m'en mêle les crayons en vous répondant, mais très intéressant. Oui, il y a des fascistes, oui, il y a des racistes, oui, il y a des crétins, il y a beaucoup de crétins. C'est ça le principal ennemi, c'est le crétinisme, l'ignorance. Ce mot d'Averroès que vous avez cité est très beau et très fort. Et puis je crois qu'il faut sans cesse, comme vous le faites à l'instant, expliquer, raconter quand même que le roi François Ier, c'est pas hier, il y a quelques siècles, lorsqu'il crée le Collège de France, il ne s'appelait pas comme ça au départ, mais il s'est appelé Collège, oui, le nom était différent, peu importe, c'est devenu le Collège de France. Il avait choisi pour l'enseignement comme langue le grec ancien, l'hébreu et l'arabe. Merci François Ier, qui en même temps, tout à l'heure, je limitais son rôle pour le français, a quand même pondu l'ordonnance de Villers-Cotterêts sur la langue française. Alors soyons à la hauteur de François Ier. Les civilisations sont hybrides, disait Édouard Saïd. Donc on ne peut pas vouloir à tout prix une purification linguistique ou une purification
pas plus civilisationnel qu'autre chose. Mais justement, Jean-Baptiste Brunet, je me demandais justement, avec cette intégration qui est quand même largement gagnée, parce que malgré toutes les discriminations qui peuvent être encore à l'emploi, à l'embauche, à l'attribution d'un logement, etc., toutes les études montrent que la communauté arabo-descendante se sent elle-même intégrée. Il y a une intégration réussie malgré tout. Et c'est un paradoxe peut-être qu'au moment même où l'intégration est réussie, il y a cette exacerbation du sentiment de l'étranger, j'allais dire l'étranger du dedans, et c'est une des formules que vous avez utilisées dans un colloque consacré à votre ouvrage Averroès l'inquiétant, ici même à l'Institut du monde arabe, que je regardais sur YouTube. C'est intéressant cette notion de l'étranger du dedans. Même quand il a traversé plusieurs générations, on a l'impression qu'à cause de son patronyme, il faut qu'il reste dehors. Oui, alors je pense que déjà la seule clé, c'est la connaissance, la culture, l'enseignement, c'est la clé de tout. Et effectivement, le mal, c'est l'ignorance. Donc on a peur de ce qu'on ignore. Enfin, ce sont des platitudes, mais il faut quand même le dire. Bon, l'homme est l'ennemi de ce qu'il ignore. Absolument. Donc la clé, elle est déjà là. Il faut toujours le rappeler, donc ne jamais perdre espoir. Et l'enseignant que je suis milite dans ce sens-là. L'ennemi du dedans, effectivement, ça renvoie à une idée que nous avons tous, mais qui me paraît intéressante. C'est que pour moi, quelqu'un comme Averroès, andalou du XIIe siècle, n'est pas en dehors de l'Europe. Il n'est pas hors de l'Europe. D'ailleurs, le terme mérite d'être toujours mis entre beaucoup de guillemets. C'est à tout point de vue extrêmement complexe comme notion. Il me semble que l'Europe, entre guillemets, donc, ne s'est pas faite, bâtie, n'est pas née par rétraction devant l'islam, n'est pas née contre l'islam. Du point de vue scientifique et culturel, l'Europe n'advient qu'alimentée par la pensée arabe. Pas seulement. Ça n'est qu'une source, évidemment, mais elle n'advient qu'alimenter la scolastique, qu'on appelle la scolastique, c'est-à-dire au fondement des génies du Moyen-Âge, Thomas d'Aquin, Albert le Grand, les rues qui portent leur nom ne sont pas si loin, sans qui la modernité n'adviendrait pas. Cette scolastique doit une grande partie de ses concepts à la pensée arabe. De ce point de vue, Averroès, pour ne parler que de lui, mais il n'est pas le seul, Avicenne, c'est-à-dire Ibn Sina, Al-Farabi, Ibn Bajjah, c'est-à-dire Avant-Passe, etc., tous ces gens-là sont au-dedans de cet espace dont certains ont l'impression qu'il leur appartient. Alors qu'en réalité, l'Europe n'advient que par un processus d'acculturation dynamique qui fut aussi celui de cette pensée arabe. Et dans cette dynamique-là, dans cet échange, dans cette circulation de flux, personne n'est au dehors de rien. Et donc Averroès n'est pas un barbare aux frontières de l'Europe qui la menacerait, pas du tout. Il est l'un des ferments de l'Europe. Je n'en parle pas d'ailleurs ainsi pour dire qu'il ne vaut que de ce point de vue. Il ne mérite pas d'être lu et admiré uniquement parce qu'il aurait apporté à la pensée latine. Encore une fois, il s'inscrit au carrefour de plusieurs champs, de plusieurs réalités. Mais enfin, puisqu'on parle de l'Europe, de la peur qu'elle éprouve, de la rétraction qui la caractérise parfois, il faut rappeler cette évidence que du point de vue culturel, c'est un rapport d'échange, d'héritage, de legs, d'appropriation dynamique et pacifique qu'on a assisté. Donc c'est cela qu'on doit sans cesse rappeler, et je dis rappeler, mais en vérité, si c'est un peu triste parce que parfois je lis des textes du XVIIIe siècle où certains bons esprits se plaignent déjà d'avoir à dire cela. Et plusieurs siècles plus tard, nous en sommes encore là. Bon, mais peu importe, luttons, bataillons pacifiquement, enseignons, éditons, traduisons. Et effectivement, nous avons des raisons d'être optimistes. Je vais vous donner, pour terminer, une petite anecdote qui va dans le sens de ce que Jack Lang a dit. J'ai beaucoup travaillé il y a une vingtaine d'années sur un auteur français, des Ardennes, d'une ville qui s'appelait Gendun, et qui est considéré au Moyen-Âge comme le plus grand lecteur latin d'Averroès. Donc un peu le prince français des avéroïstes. Et cet homme-là a été très critiqué par un autre latin à la Renaissance qui s'appelait Nifo, qui était un Italien, et qui dit au fond, je n'aime pas cet homme, ce Français-là, qui lit un peu trop Averroès, parce que, dit-il en latin, il est nec Arabs, nec
latinus, c'est-à-dire il n'est ni arabe ni latin. Eh bien moi j'aime beaucoup ça. Je n'y vois pas un défaut. Je ne suis ni arabe ni latin et cet entre-deux me va très bien. Il me semble que c'est ce métissage dont parlait Jack Lang que l'on doit valoriser et personne n'est ni ceci ni cela. Nous sommes dans la traversée, nous sommes des passeurs entre les rives. Je suis marseillais, j'ai grandi autour de la Méditerranée et c'est comme ça que je vois la culture. Nabil Wakim, vous qui êtes un Français qui a été rattrapé par son arabité, comme vous dites, parce que j'ai beau avoir voulu montrer patte blanche, être encore plus français que les Français, les battre au Scrabble si je pouvais, eh bien, on me renvoyait finalement mon image d'arabe. Donc vous êtes à la fois français et arabe. Absolument. Et je dois dire que ce qui me fait beaucoup de bien depuis la sortie du livre, c'est effectivement de recevoir tous ces courriers de gens qui sont un peu comme moi, c'est-à-dire qui sont issus de l'immigration, mais qui très souvent sont nés en France et qui aujourd'hui occupent des emplois dans des grandes entreprises, dans l'administration, sont devenus journalistes, chercheurs, chercheuses, etc. Et qui essayent de trouver un équilibre entre ces différentes identités sans vouloir en refuser aucune et en embrassant pleinement et leur identité arabe et leurs identités parfois multiples, parce qu'on peut être bien sûr algérien et parler l'arabe et d'être d'une famille kabyle, par exemple, et en même temps être pleinement français. Et ça, je pense que c'est vraiment intéressant parce que même si je suis comme Jack Lang, un indécrottable optimiste, je me suis rendu compte en écrivant ce livre que pour moi-même et pour d'autres, il y avait eu cette idée que le prix de l'intégration, le prix à payer en France pour l'intégration pour un certain nombre d'enfants issus de l'immigration venue du monde arabe, c'était de renoncer à cette partie de nous. C'était de renoncer à la langue arabe, c'était de renoncer à ce patrimoine culturel commun. Et je crois qu'aujourd'hui, on entre dans un moment dans lequel un certain nombre de gens se disent, y compris des gens plus jeunes que moi, bien plus jeunes que moi, qui ont aujourd'hui 18, 20 ans, 25 ans, se disent mais non, je peux avoir les deux, je peux montrer que je suis les deux et en être fier. Et comme le disait Jack Lang, d'une certaine manière, les débats polarisés, islamo-stressés sur ces sujets-là, quelque part, c'est l'écume. Ce qui se passe au fond dans la société française, c'est du métissage. Ce sont des histoires de couples mixtes, ce sont des histoires de gens qui travaillent ensemble, qui se découvrent les uns les autres, qui font des fêtes de famille avec des gens qui viennent de plein d'endroits du monde et qui partagent des gastronomies venues de plein d'endroits du monde. Et je crois que c'est là-dessus qu'on va aussi pouvoir faire progresser cette bataille pour la culture, la civilisation, l'éducation contre l'ignorance et le crétinisme dont parlait Jack Lang. Monsieur le Président, on va terminer là-dessus, sur cet optimisme, sur le rôle de l'Institut que vous dirigez, qui fait œuvre de salut public, finalement, de salubrité publique, pour ouvrir les gens. En tout cas, merci. Parce que ce que vous venez de dire à l'instant est très beau, très très beau. Et vous aussi, vraiment, cette rencontre que vous animez remarquablement, Nana Yafi, me fait chaud au cœur. Je dois dire que je suis très très heureux d'entendre ce que j'entends. Et j'aimerais que ce que vous dites, messieurs et madame, soit propagé un peu partout dans le pays, qu'on entende ce langage-là plus souvent dans les médias petits et grands. Et comment dire, il faut vraiment faire percevoir, comme vous l'avez dit à l'instant, que nous avons la chance, dans ce pays où nous sommes, de bénéficier de trésors innombrables. Le trésor de la culture ancienne, classique, le trésor de la culture arabe, de la langue arabe et tant d'autres, sans compter tous les apports italiens, polonais et le reste. Satouf, l'auteur de Bande dessinée, disait, j'espère ne pas le trahir, dans une émission récemment, la France est un chef-d'œuvre en ce sens qu'elle est, disait-il, un creuset qui précisément permet, parfois ça prend du temps, non pas d'assimiler, mais d'enrichir, de féconder la culture, notre culture commune. Et ces multiples affluents, c'est chaque fois une richesse incroyable. Donc moi je rêve comme vous, pour reprendre les mots de Mandela, d'une France arc-en-ciel. Elle l'est de plus en plus, contrairement à ce que racontent ceux qui ont la parole le plus fréquemment. Voilà. Alors,
l'ami Jacques Berck, je ne sais pas s'il est en odeur de sainteté aujourd'hui, parmi les islamologues ou les spécialistes du monde arabe, mais j'ai eu le bonheur de le fréquenter beaucoup à une époque. Il avait écrit plusieurs livres sur les Andalousies. Alors, je sais qu'il y a toute une mythologie autour des Andalousies, mais prenons les mots dans le sens qu'ils peuvent avoir aujourd'hui, pas nécessairement dans un sens historique. Il disait qu'il appelait à des Andalousies nouvelles. Ben, moi, je me rallie à ce mot d'ordre. Magnifique, on va terminer là-dessus sur les Andalousies nouvelles. Merci à vous tous, merci Nabil Wakim, merci Jean-Baptiste René. Merci Monsieur le Président. Merci beaucoup, merci à vous. Infiniment.